façon d'un work in progress. D'accord. Dans le sens où c'est pas, à mon sens, une pièce aboutie, finie, et c'est plus l'occasion pour moi d'intégrer l'interaction dans mon travail. Je travaille beaucoup la vidéoprojection, et puis aussi le fait que le public puisse intervenir sur le contenu. Tant que personne arrive, tant que personne passe devant, la pièce est statique, bouge à peine, mais elle n'existe pas vraiment. Et c'est plus une manière pour moi dans la régie, j'ai un retour de la silhouette des gens et de la façon dont ils réagissent. Et je stocke des données aussi, et ça me permet de voir déjà avec quelque chose d'assez simple. Finalement, le résultat est vraiment, c'est vraiment assez basique au niveau et du code et du résultat, mais ça me permet il y a déjà un côté ludique qui n'est pas du tout d'habitude de mon travail. Ce sont des pièces écrites avec une narration, avec une timeline, avec quelque chose de linéaire. Et là, j'aime beaucoup le fait que ça soit génératif. En fait, c'est vraiment le mouvement du public, du spectateur qui va générer la pièce. Donc c'est plus l'occasion pour moi d'explorer, d'expérimenter un peu avec cette technologie-là et cette technique. Mais c'est vrai que c'est dans l'idée de découvrir des petites choses à chaque fois et sur du long terme, de faire des découvertes et des choses comme ça. Mais là, l'espace sonore en fait. Alors là, c'est une playlist en fait. Perso. Ouais, qui est d'un ami qui s'appelle Murkoff, qui est compositeur de musique électronique et qui utilise beaucoup des samples de musique classique. Donc c'est plus une musique ambiante en fait. L'idée c'était, sur toutes ces pièces-là, sur les 4 pièces que je présente, on a assez peu de rythme, c'est assez ambiante finalement, assez contemplatif, assez lent. On fait toutes sortes de projets. Alors je travaille avec d'autres artistes, on a créé un label visuel qui s'appelle Anti-DJ. Et sur beaucoup de nos projets, on travaille sur des performances. Donc on a des performances sur scène avec des musiciens ou des DJ qui en général durent 1 heure et qui sont assez écrites, avec des points clés, beaucoup de rythme, souvent des choses vraiment très écrites. Là, le parti pris, le choix, c'était de faire quelque chose de plutôt ambiant, plutôt contemplatif. Il y a différentes boucles qui tournent. Donc il y a ce visuel génératif qui éclaire un peu la pièce aussi, donc qui change un peu la luminosité dans l'espace. Et ces 3 pièces-là donc, sont des boucles prédéterminées, mais de longueurs différentes. J'étais assez intéressé. Au début, je pensais peut-être connecter toutes les pièces ensemble, parce qu'en fait, les 2 premières sont très liées. C'est le même modèle 3D, mais avec 2 points de vue différents. Le premier, c'est une caméra parallèle, donc pas de point de fuite. Et j'ai supprimé un maximum de lignes. Donc, finalement, quand on arrive, on voit d'abord un visuel en 2D. Puis petit à petit, je joue avec ces formes en 2D, je les extrude un peu, je leur donne du relief, jusqu'à retracer les traits manquants pour qu'on discerne une forme en 3D, et qui à la fin, avec des sources de lumière et des ombres portées, prend vraiment de la profondeur. Et finalement, la deuxième pièce, c'est le même modèle 3D, c'est la même scène, mais cette fois-ci avec une focale plus large, avec un plan à 3 points de fuite, et du coup ces 2 pièces-là sont liées. J'étais intéressé au début pour les synchroniser, c'est-à-dire quand les gens arrivent, que la première commence, ça sonne noir, qu'il y ait cette espèce de narration. Et une fois qu'on passe en 3D, les gens arriveraient sur la deuxième et le raccord serait plus évident. Mais c'est vrai que c'est vite compliqué en termes de déplacement du public, parce qu'on ne sait pas combien de temps les gens vont rester. Et on se dit que de toute façon, ils vont peut-être passer à côté de ce raccord-là, ils vont peut-être rester plus longtemps sur la première, arriver au milieu de la deuxième. Donc finalement, ça a été un parti pris de faire 3 boucles de longueurs différentes qui tournent en parallèle, mais finalement... qui permet des lectures diverses à chaque fois. Voilà, finalement le public qui va venir, il n'y a pas 2 personnes qui vont voir le même enchaînement. La différence de perception ne va pas être immense, mais c'est vrai que j'aime bien le fait de pouvoir, si les gens veulent traverser l'espace pour être tout seuls, leur groupe arrive et rester là un petit peu plus longtemps et échanger aussi le sens de lecture, pourquoi pas. Et donc là, c'est une pièce en 3D, c'est-à-dire que tu n'as pas du tout expérimenté le volume de ta pièce pour faire du mapping. Alors en fait, tu l'as tout fait en 3D. Et cette pièce-là, c'est une longue histoire, parce que cette pièce-là, elle est inspirée d'une réalisation qu'on a faite, mais en volume, qui s'appelait Light Sculpture 2 et Light Sculpture 3, qui est en fait un projet que j'ai fait avec les artistes du label, et qu'on a présenté à Lille et à Genève en 2007, je crois. Genève Festival, au festival le Mapping Festival à Genève, ouais. En
là, à l'époque, l'idée c'était, on avait construit une structure très similaire, donc à base de cubes, donc c'est une unité. Là, on a quelques cubes qui sont un peu, quelques formes qui sont un peu de taille différente, mais à Lille et à Genève, on avait juste un objet, et on avait composé avec cet objet dans l'espace, donc on avait quelque chose qui ressemblait finalement beaucoup à ça, et avec des vidéoprojecteurs placés tout autour de la pièce, on a pu donc mettre en lumière ces cubes et jouer sur la perception de la lumière. On avait vraiment des effets intéressants, comme si les cubes émettaient de la lumière et puis ouais, Donc toi tu t'es inscrit par rapport à cette pièce sur un appareil lumineux, en fait, volume. Donc finalement cette pièce-là est vraiment inspirée de la première. J'aime beaucoup dans mon travail, moi, je suis fasciné par et obsédé par la perception visuelle et la perception dans l'espace 3D. Donc c'est pour ça que quand on a commencé un peu le label il y a quelques années, moi mon idée dans ma pratique perso, c'était de sortir du format écran rectangulaire. J'ai fait des VJ7 pendant des années, donc un écran derrière un DJ, souvent un peu pollué par la lumière, souvent dans des conditions un peu compliquées. J'avais vraiment apprécié, beaucoup aimé explorer. J'étais plus à l'époque dans un autre travail, c'était plus du montage vidéo en temps réel, mais j'étais vraiment sur de la vidéo, donc des choses très figuratives, de l'image filmée, de la photographie, mais du figuratif, un petit peu de motion design et d'animation, mais j'étais toujours sur la base du rectangle. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'avec un vidéoprojecteur, je pouvais envoyer de la lumière non plus uniquement sur un plan et un rectangle, mais sur des objets, des matériaux transparents, utiliser plusieurs projecteurs pour couvrir une zone vachement plus large, faire des projections immersives aussi. Et du coup, l'idée des light sculptures, c'était de sortir du format écran et d'avoir comme ça une sorte de display, entre guillemets, de transformer un objet d'ajouter une couche de lumière sur un objet en relief. Et on a expérimenté pas mal pendant les premières années. Et je me suis aussi rendu compte mais on fait pas mal de recherche et développement pour essayer d'utiliser au mieux la technologie dans notre travail, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on s'en sert uniquement comme un outil, c'est ce que beaucoup d'artistes ou de designers diront, c'est important d'avoir l'outil ne doit pas remplacer non plus le contenu. Donc la technologie est vraiment un outil intéressant, que ce soit les vidéoprojecteurs, la Kinect, les ordinateurs, les logiciels, etc. Mais c'est vrai que on essaie de pousser vachement le fond d'abord. Et moi, ce qui me fascine vraiment, c'est donc la perception de l'espace 3D, la perception du relief. Donc je travaille aussi avec la stéréoscopie, donc les projections de films en 3D avec des lunettes. Et donc petit à petit dans mon travail, en essayant de sortir de ce format rectangulaire et de jouer avec la profondeur, c'est-à-dire de rajouter des effets de profondeur là où on n'en a pas, juste avec de la lumière, j'ai un peu développé une technique de production avec des logiciels en 3D qui me permettent, avec des ondes reportées, des sources de lumière et des modèles 3D, d'avoir cette illusion de profondeur, un peu comme on a ici dans certains endroits. Où finalement, donc c'est en étudiant la perception visuelle humaine que je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs éléments qui jouent. Donc la stéréoscopie, c'en est un premier pour la perception des objets, la perception de la 3D à une distance assez courte. Et au-delà de ça, il y a il y a 7 variables des depth skew. Il y a 7 éléments qui nous permettent de percevoir la profondeur, dont le parallaxe, c'est-à-dire quand on bouge de gauche à droite, le déplacement des objets à différentes vitesses va nous permettre d'estimer à quelle distance on est. Et donc la stéréoscopie, c'en est un très important pour les objets qui sont proches de nous. Et au-delà de quelques mètres, le depth skew qui prend le relais, qui est celui qui va intervenir principalement dans la perception de la profondeur, ce sont les ondes reportées et les sources de lumière qui se déplacent. Donc là, dans ce travail-là, dans ces 3 prints-là, j'ai beaucoup joué avec ça. Donc avec des ondes reportées virtuelles générées par ordinateur qui vont essayer de simuler une profondeur là où on n'en a pas. Donc pour ce travail-là, en fait, tu as fait un modèle 3D que tu as redessiné et que tu as éclairé. Voilà. Ça, c'est un print sur Dibond. Alors j'ai voulu utiliser 3 techniques différentes sur les trois installs pour essayer de pas avoir quelque chose de trop similaire. Parce que c'est vrai que je suis quand même assez obsédé par tout ce qui est géométrie minimale, les cubes, les lignes, les triangles. Donc c'est vrai que je pense aussi à essayer de diversifier, même si là c'est tout en noir et blanc, c'est quand même assez similaire. Ouais.
Mais là en plus pour la première fois j'ai essayé de bosser vraiment en Full HD. Ce qui aide beaucoup aussi, le fait qu'on voit pas le pixel, ça aide beaucoup à faire croire au cerveau qu'on a vraiment de la profondeur. Par contre, il y a peut-être une question qui est au niveau du format, parce que le fait que ce soit comme ça veut dire la perception, là, le fait qu'on est ouais. 16/9, ouais. Il faut une distance, quoi. Autrement il y a l'environnement qui absorbe aussi le regard. Ouais, ouais c'est vrai. En fait c'était un peu un parti pris de... Alors finalement, après avoir voulu sortir du format écran rectangulaire, en projetant sur des cubes, en projetant sur du tulle, dans tous les autres projets, on est vraiment ou sur de la projection architecturale ou sur des structures en 3D en tulle. Finalement, en faisant ces projets-là, j'ai exploré donc la perception, réussi à trouver des techniques ou des choses qui m'intéressent au niveau de la simulation de la profondeur. Au-delà de ça, un truc qui me fascine vraiment, c'est donc la perception de la réalité. Et le fait que si j'arrive à jouer avec des illusions d'optique et des illusions de profondeur, les gens vont avoir une perception de la réalité un petit peu différente. C'est-à-dire qu'ils vont à certains moments pas savoir dire est-ce qu'il y a vraiment un trou, est-ce que c'est un bas-relief. Donc une question au-delà de ces pièces-là qui me fascinent, c'est remettre en question la réalité, la perception de la réalité. Et si aujourd'hui avec un vidéoprojecteur, un ordinateur et puis un peu de travail, j'arrive à créer cet effet et à avoir un peu ce côté incertain entre discerner le réel et la projection et la frontière entre les deux. Ça peut faire une nausée un peu si on arrive dans un espace immersif comme ça. Ouais, c'est vrai que ça permet de jouer, enfin, le fait de jouer avec la perception comme ça permet d'explorer plein de choses autour de malaise, de troubles visuels finalement. On peut se demander si... Alors, ça m'arrive j'ai eu des fois des commentaires de gens qui étaient ou un peu fatigués, ou un peu alcoolisés, ou un peu, en tout cas dans un état un peu second, non pas dans une galerie vraiment concentrée, mais un petit peu, parce que je travaille aussi beaucoup dans des festivals de musique électronique, donc c'est vrai qu'on a un public tout à fait différent de celui de la galerie, et c'est vrai qu'on a des fois des commentaires assez surprenants et assez bluffants en fait, les gens qui n'arrivent pas bien à vraiment comprendre ce qui se passe. Et rien que moi, cet état de trouble qui est créé chez les gens. Bon, après, esthétiquement, on peut aimer ou ne pas aimer. Il y a vraiment la question du goût qui rentre en jeu. Mais moi, le fait de pouvoir créer ce trouble-là et puis du coup questionner, que les gens se questionnent sur la réalité. Bon, c'est un peu plus philosophique et métaphysique, mais que les gens commencent à se questionner sur la perception qu'ils ont du réel. Et de se demander, du coup, si avec un projecteur, un ordinateur, on arrive à faire ça, voilà, est-ce que demain, avec une autre technologie, on ne pourrait pas carrément changer tout projeter tout autour et complètement modifier l'espace et remettre en question la notion même de réalité. Bon, j'aime pas trop théoriser ou conceptualiser trop, donc je fais pas mon plan. Mais j'aime assez ça, le fait de ne pas être sûr de ce qui se passe et de pouvoir déstabiliser un peu les gens. Je m'appelle Joanny Lemercier et je suis artiste visuel et donc je fais partie du label Anti-VJ, en fait, qui est un groupe d'artistes basé à travers l'Europe. On est 7 maintenant, 5 artistes visuels, un artiste son et une collègue de la production, de l'administratif, des bookings, etc. Et donc je vous invite à aller voir le site antivj.com sur lequel on peut voir un peu tous nos travaux. Alors on travaille autant en scénographie dans le contexte de galerie de temps en temps, ou aussi beaucoup de spectacles sur scène en festival de musique électronique. Donc il y a pas mal un champ d'exploration assez large, donc il y a pas mal de projets différents sur le site. Okay. Et on a aussi un blog.antivj.com, dans lequel on donne un peu plus de détails techniques pour ceux que ça intéresse, des pistes aussi, on explique un peu plus aussi notre travail en profondeur. Et voilà. Super, merci.